Voilà, bon, j'ai deux. Est-ce que vous entendez bien là-haut? Parce qu'en bas, c'est un peu... Bon, d'accord, c'est un peu bouilli en bas. Ben alors, je n'ai plus des oreilles de 20 ans, alors c'est peut-être aussi pour ça. Oh, non, non, ne vous moquez pas, ça vous arrivera un jour. Voilà. Alors maintenant, je suis sûr que vous aimez savoir à quoi ressemblent les astéroïdes. Donc on va, Sonia Fornacier, qui est astrophysicienne et maître de conférence au LESIA, laboratoire... Études spatiales, instrumentation et astrophysique. Eh bien, j'aurais pas réussi à le dire, vous voyez, bravo. Eh ben, elle va nous parler de ces fameux portraits d'astéroïdes. Et c'est parti pour 20 à 25 minutes. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, malgré la France qui joue. Donc, je vais vous parler d'astéroïdes, les caractéristiques principales. D'abord, les premiers astéroïdes actuellement, c'est Cérès, qui a été découvert en 1801. Et comme peut-être vous le savez, c'est une planète naine. Maintenant, elle est classée comme planète naine. Et à partir de cette découverte, puis il y en a eu beaucoup. Et aujourd'hui, on recense plus de 700 000 astéroïdes découverts. Donc, dans ces graphiques, vous avez ici le Soleil, l'orbite de la Terre, de Mars, de Jupiter, et au milieu, tous ces petits points jaunes sont des astéroïdes qui orbitent justement entre Mars et Jupiter, et plus spécialement, donc sur votre droite, vous avez ici la distribution des objets en fonction du demi-grand axe. Donc, en unité astronomique, sachant qu'une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres, donc c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Et donc, vous voyez que la plupart d'astéroïdes se trouvent à peu près entre 2 et 3,2 unités astronomiques, et cette région est appelée la ceinture principale des astéroïdes. Alors, si vous regardez la distribution des objets, elle n'est pas uniforme. Vous avez des régions plus peuplées et d'autres où il y a très peu d'objets. Eh bien, ces régions, ça serait des régions où il y a de fortes perturbations gravitationnelles et séculaires de la part de la planète géante Jupiter. Et donc, les objets qui passent par là sont fortement perturbés. Et donc, soit ils sont éjectés vers les parties plus lointaines du Soleil, soit ils sont injectés vers la partie interne du système solaire. Et donc, ils donnent naissance à la plupart des géocroiseurs. Les géocroiseurs sont les objets qui s'approchent à l'orbite terrestre. Alors, puis on peut voir qu'au-delà de la ceinture principale, vous avez d'autres objets plus lointains. Par exemple, à 5,2 unités astronomiques, vous avez les Troyens de Jupiter, en magenta ici. Ces deux nuages d'astéroïdes qui suivent ou précèdent l'orbite de Jupiter et qui se trouvent à 5,2 unités astronomiques. Alors, les astéroïdes sont très différents en forme, en structure, en composition. Donc, vous avez des objets métalliques, des objets silicatés, riches en carbone et ou organiques. Et ces derniers, qui sont les objets primitifs, sont particulièrement intéressants d'un point de vue exobiologique. Alors, bien que les astéroïdes soient beaucoup, si vous les mettez ensemble, la masse de tous les astéroïdes n'est fait que les 0,05% de la masse terrestre. Donc, c'est vraiment très très petit. Vous voyez qu'il y a des objets de la taille, donc le plus gros objet dans la ceinture principale, c'est Cérès, planète naine, de 1000 km à peu près. Donc là, vous avez des belles images des différents objets qui ont été observés par des missions spatiales. On en parlera un peu plus tard. Donc là, c'est Cérès. Les plus gros astéroïdes, c'est Vesta, qui fait une taille d'à peu près 530 km. Et puis, vous avez différents objets. Donc, il y a quelques dizaines d'objets de la taille des 100 km. Et là, vous avez l'image de Lutetia prise par la sonde européenne Rosetta. Différents qui ont plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'à beaucoup de petites tailles inférieures au kilomètre. Vous avez un exemple ici, il y a un petit point que vous ne voyez pas. C'est l'astéroïde Itokawa qui était la cible de la mission japonaise Hayabusa et qui fait 320 mètres. Donc des petits, il y en a vraiment beaucoup, mais évidemment c'est difficile à trouver. Alors, je vais vous parler un peu de la composition. Donc, comme vous avez vu dans la slide précédente, les formes sont très différentes. Vous avez des objets ronds, des objets allongés avec des cratères, différentes structures et topologies superficielles. Je voudrais insister ici sur la composition. Donc, on distingue plusieurs classes d'objets dont les lettres sont associées à la composition. Donc, sans rentrer dans les détails, par exemple, les types C, c'est carboné, S, c'est silicaté, et ainsi de suite. Et vous avez deux macroclasses, disons comme ça, les objets qui sont dits primitifs
des types C, PD, qui vient d'un corps parent non différencié, et puis vers la gauche, au fur et à mesure que la température a augmenté, vous avez des objets évolués qui, eux, ils viennent plutôt d'un corps parent différencié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des températures et des pressions telles qu'à l'intérieur du corps parent, vous avez la formation d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte superficielle, comme ça arrive sur la Terre ou sur d'autres planètes telluriques. Donc, si on parle des objets primitifs, ils sont particulièrement intéressants, d'abord parce qu'ils sont les moins altérés. Donc, c'est vraiment ceux qui nous renseignent sur la composition des planétésimaux, c'est-à-dire les briques dont sont issues les planètes et les corps du système solaire. Là, vous avez une jolie image des Mathildes. C'est les seuls astéroïdes carbonés qu'on a observés jusqu'à là. Non, il y a un deuxième dans les derniers jours actuellement, Ryugu, on va le voir plus tard. Donc Mathilde a été observée en 1997 par la sonde américaine NEAR. Donc c'est un objet qui fait la taille à peu près de 50 km. Ces types d'objets sont caractérisés par une composition carbonée, riche en organique, surtout pour les types D. Et il y a la présence de ce qu'on appelle les silicates hydratés. C'est des matériaux, des minéraux très intéressants car ils se sont formés dans un contexte où il y avait de l'eau liquide dans le passé. Donc ça implique qu'il y avait l'eau liquide dans les corps parents. Et on estime qu'à peu près les 70% des astéroïdes de type C ont des minéraux hydratés. Donc leur corps parent a eu de l'eau à l'état liquide dans le passé. Donc ces objets sont à faible densité, haute porosité. Donc pour Mathilde, la densité c'était 1,3 si je me rappelle correctement. Et c'est des objets qui ressemblent le plus aux météorites qui sont les moins altérés, c'est-à-dire les chondrites carbonés. Puis, si vous augmentez un peu la température, vous commencez à voir les objets silicatés. Donc ici, vous avez deux images des deux géocroiseurs de type S. S, ça veut dire silicaté. Donc là, c'est Eros qui a été observé par la mission NEAR, la même qui a observé Mathilde, mais qui s'est mis vraiment en orbite autour du géocroiseur pour les caractériser. Donc là, vous avez un objet de taille 30 km. Et en bas, vous avez Itokawa qui fait 300 mètres pour l'axe le plus grand. Donc ces objets sont similaires aux chondrites ordinaires qui sont les 80% des météorites tombés sur Terre. Et puis si on va sur la droite de cette slide, vous voyez les objets vraiment évolués qui viennent soit du manteau, soit du noyau du corps parent différencié. Donc là, on a un exemple de Steins qui était l'astéroïde d'à peu près 5 km observé par la mission Rosetta. Donc c'est un objet riche en astatite et différencié. Et là, vous avez Vesta qui a été observé par la mission Dawn, qui est un objet différencié avec une structure interne, une densité assez élevée et qui est la source des météorites dites awardites, eucrites et diogénites. Donc c'est des achondrites, météorites qui n'ont pas de chondres et qui ont subi la différenciation. Excusez-moi, en statique, ça veut dire quoi déjà? En statite, c'est un type de silicate. Ça veut dire... Il y a un minéral. Oui. Alors, ça manque encore les astéroïdes de type M qui viennent du noyau du corps différencié, mais on aura des images bientôt parce qu'il y a une mission de la NASA, Psyche, qui sera destinée justement à caractériser un objet métallique qui vient du noyau du corps parent. Alors, quelques mots sur les géocroiseurs. Daniel les a déjà introduits. Alors ici, vous avez les taux de découvert en fonction de l'année. Donc c'est des 2 jours, là, cette slide. Cette graphique, et là encore les taux de découvert par année en fonction des différentes campagnes observationnelles. Donc aujourd'hui on connaît plus de 18 330 géocroiseurs, mais on estime que la population d'objets qui ont une taille supérieure à 10 mètres soit à plusieurs dizaines de millions d'objets. Donc on en a découvert une toute petite portion, surtout pour les petits. Alors si vous regardez ces graphiques, en rouge, il y a la courbe des objets qui ont plus de 1 km de diamètre, donc les plus gros, les plus dangereux. Et comme vous pouvez voir, dans les dernières années, ces courbes n'ont pas beaucoup bougé. On a découvert 900 objets géocroiseurs de taille supérieure à 1 km. Et on estime que la plupart de ces objets ont été découverts, au moins 95%. Par contre, là, vous avez cette montée exponentielle du taux de découvert après les 2000, quand il y a eu d'abord la surveille linéaire,
puis Pan-STARRS et Catalina qui ont été mises en œuvre aux États-Unis justement pour observer et détecter ces objets. Et donc vous avez cette croissance du nombre d'objets découverts. Et ici, vous avez aussi le nombre d'objets dits potentiellement dangereux. Donc, c'est les objets qui ont, comme a dit Daniel, une taille supérieure à 140 mètres. C'est la taille pour laquelle l'objet qui rentre, qui traverse l'atmosphère terrestre en cas d'impact, n'est pas détruit dans les passages dans l'atmosphère. Et c'est les objets dont la distance minimale d'intersection avec l'orbite terrestre est inférieure à 7,5 millions de kilomètres. Donc pour ce type d'objet, on a 1900 découvertes et on estime qu'un tiers, à peu près les 30% de la population des PHA, d'astéroïdes potentiellement dangereux, a été découverte. Alors vous avez ici la distribution des géocroiseurs en fonction de la taille. Donc comme je dis tout à l'heure, les gros objets, pour la plupart, on les connaît. Donc vous avez 900 objets supérieurs à 1000 km, à 1000 mètres, pardon, à 1 km, et 95% de ces objets sont connus. Par contre, pour les objets inférieurs à 300 mètres, on en a recensé à peu près 14 000, mais c'est une toute petite fraction de la vraie population des géocroiseurs. Donc là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour les découvrir. Et on est limité vraiment par la faible magnitude. Souvent, vous découvrez un objet quand il est proche de la Terre, car ils sont petits et très faibles pour qu'il fait un peu d'astronomie. Et donc, vous les voyez pour quelques heures, et après, c'est parti, il repart, il est tout petit de quelques mètres, et on ne les voit plus. Donc, ils sont très difficiles déjà à découvrir, et c'est encore plus difficile de les caractériser, c'est-à-dire de déterminer des propriétés physiques comme la taille, l'albédo, la composition, la période de rotation, etc., qui sont après fondamentales. Si jamais il y a un risque d'impact, vous devez connaître l'ennemi et savoir quoi faire pour la stratégie de mitigation. Donc c'est très difficile à obtenir à cause vraiment du faible flux de ces objets. Alors, d'où viennent les géocroiseurs? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart viennent de la ceinture d'astéroïdes. Donc là, vous avez l'orbite de Mars, l'orbite de Jupiter, en vert, les astéroïdes de la ceinture principale, en rouge, les orbites des géocroiseurs, qui sont appelés Near Earth Objects. J'aurais dû la mettre en français. Bon. Les géocroiseurs ont des temps de vie relativement petits. Petit, là, ça veut dire par rapport à l'âge du système solaire. Donc c'est un temps de vie de 100 millions d'années, alors que l'âge du système solaire, c'est 4,6 milliards d'années. Donc la plupart viennent vraiment des régions d'instabilité gravitationnelle dues aux perturbations de Jupiter dans la ceinture principale, donc 80% des géocroiseurs. Mais il y a aussi un 15-20% d'objets qui seraient des noyaux cométaires étanches qui ont, disons, épuisé après plusieurs passages autour du Soleil leurs réserves en volatiles. Alors, je vais vous parler maintenant des missions dédiées aux astéroïdes, passés et futurs. Donc au jour d'aujourd'hui, on a 13 objets qui ont été observés dans l'espace, soit via des missions dédiées, soit via des passages, des missions dédiées à autres corps, à autres planètes. Donc en rouge, les géocroiseurs que vous voyez ici. Donc la toute première image d'un astéroïde a été obtenue par la sonde de la NASA Galileo qui était destinée à l'étude de Jupiter. Et dans son voyage, elle a pris des images des deux astéroïdes silicatés, donc Gaspra en 91 et Ida en 93. Et d'ailleurs, lors de ces flyby c'est un passage rapproché de courte durée autour de l'astéroïde, ça a été découvert le tout premier satellite d'un astéroïde, puis il y en a eu beaucoup d'autres. Puis vous avez la sonde américaine NEAR qui a été dédiée à l'étude d'Eros d'abord, les géocroiseurs, et qui dans son voyage a aussi étudié Mathilde, un astéroïde carboné. La Deep Space 1 qui a étudié Braille. Cassini dédié à Saturne et Stardust dédié à la comète Tempel 2 ont pris des images de loin de ces deux astéroïdes, mais pas avec une bonne résolution, ce n'était pas fait pour. Puis vous avez la mission japonaise Hayabusa qui a étudié l'astéroïde d'à peu près 300 mètres Itokawa, c'est un astéroïde de type S, silicaté, et c'est le premier retour d'échantillons, simple retour d'échantillons d'un morceau de quelques grammes, un gramme en réalité, de cet objet sur Terre. Donc ça a permis d'étudier en détail en laboratoire la composition de cet objet.
Puis vous avez la mission de l'ESA Rosetta, qui dans son voyage vers la comète 67P, Churyumov-Gerasimenko a observé les astéroïdes Steins et Lutetia en 2008 et en 2010, et la mission Dawn de la NASA, qui était dédiée aux corps les plus gros dans la ceinture principale, donc Vesta et Ceres. Alors, actuellement, on a reçu les images résolues de cet objet. C'est un géocroiseur primitif, Ryugu, qui est en train d'être étudié par la mission de la JAXA Hayabusa 2. C'est une mission encore avec retour d'échantillons. Et à la fin de l'année, il y aura les toutes premières images de Bennu, un autre astéroïde primitif, géocroiseur, qui sera, lui, observé par la mission de la NASA Osiris-Rex. Et sur ces deux missions, Antonella va vous en parler en détail dans quelques minutes. Alors, pour finir, dans les futurs, il y aura deux missions de la NASA à destination des petits corps. Une, c'est Psyche, qui va étudier un objet métallique, et l'autre, c'est Lucy, qui va étudier, par contre, des objets très, très primitifs, qui sont les Troyens de Jupiter. Alors, quelques belles images depuis l'espace. La mission Hayabusa, qui a étudié les géocroiseurs Itokawa. Donc, vous voyez ici les très belles images. C'est un objet qui fait 320 mètres de long, de forme allongée, avec une surface qui est couverte par de la régolithe, donc de la poussière, mais aussi beaucoup de graviers rochers que vous voyez partout, même là. Donc, c'est une composition silicatée, donc c'est vraiment un objet de type S qui a une faible densité. Donc une densité mesurée d'environ 2 grammes par centimètre cube, et ceci montre que l'objet est ce qu'on appelle une structure à tas de gravats. Donc vous avez deux structures internes, soit c'est un monolithe dense avec une faible porosité, soit c'est la structure à tas de gravats, ou rubble pile en anglais. Ça veut dire que vous avez la réagrégation des fragments suite à une collision d'un projectile avec les corps parents, et donc il y a ces fragments qui sont tenus ensemble par des forces d'agglomération avec beaucoup d'espace vide à l'intérieur qui fait baisser la densité. D'habitude, la densité des chondrites ordinaires, c'est proche de 3. Et pour cet objet, on a eu les tout premières et uniques pour l'instant, mais il y en aura deux dans les futurs retours d'échantillons, qui a montré une composition similaire aux chondrites ordinaires des types LL, donc celles qui ont une faible contenu de fer. Et vous avez ici la rentrée dans l'atmosphère, donc c'était sur Terre, c'était en 2010, les observations en 2005 et les analyses poussées en laboratoire que vous pouvez faire seulement sur Terre. Alors ici, les très belles images des Steins. Donc, je vais vous parler de la mission Rosetta de l'ESA, dans son voyage interplanétaire vers la comète 67P. En 2008 et en 2010, elle a survolé deux astéroïdes de la ceinture principale. Donc là, vous avez les belles images des Steins. C'est un objet qui fait à peu près 5 km de diamètre et qui a été survolé à une distance de 800 km, c'est-à-dire une résolution de 80 mètres par pixel à peu près. Donc vous voyez ici la forme en diamant, on va les refaire, pardon, avec un gros cratère au pôle sud qui est dans la partie haute dans ces images, qui fait 2,3 km et qui a totalement resurfacé la surface de l'objet. Donc c'est un astéroïde de type E, évolué, riche dans un minéral qui s'appelle l'anstatite et aussi en sulfide. Alors l'âge estimé des Steins est relativement jeune, c'est-à-dire 150-400 millions d'années, très faible devant l'âge du système solaire. Donc on estime que les gros cratères qu'on a vus tout à l'heure au pôle sud ici a totalement resurfacé la surface, qui est donc peu altérée et relativement récente. Alors l'autre objet vu par Rosetta, c'est Lutetia. Cette fois, vous avez un objet de 100 km. Vous voyez ici donc la forme très irrégulière, avec de nombreux cratères qui ont totalement façonné la forme. Donc vous avez un gros cratère jusqu'à 55 km, qui est celui-ci, pardon. Vous voyez une grande variété de structures géologiques. Donc on a identifié beaucoup de cratères, des puits, des chaînes de cratères, des sillons que vous pouvez voir ici, des failles, des escarpements, des glissements de terrain et aussi des larges plaines.
Donc la surface, l'UTCA, c'est un objet relativement ancien, avec une âge de 3,6 milliards d'années. Mais localement, dans certains cratères, on voit des surfaces qui sont relativement jeunes, avec une âge estimée d'une centaine de millions d'années. Alors l'UTCA a une forte densité, 3,4, et donc pourrait être un objet partiellement différencié, avec un noyau métallique et une surface caractérisée par du matériel carboné. Je termine avec les images des dônes sur la planète naine Cérès. Donc vous avez ici une jolie carte à couleur qui vous montre les hétérogénéités des compositions de la surface. Donc sur Cérès, la vapeur d'eau avait été détectée depuis les télescopes Herschel en 2011 et justement Dawn a caractérisé la composition des surfaces, entre autres, de cette planète naine. Nous voyons des structures particulières. Une des plus épatantes, c'est cette montagne qui a une base de 18 km et une hauteur de 6 km. Qui c'est un cryovolcan, c'est-à-dire un volcan qui, à la place d'émettre de la lave, émet de la boue avec beaucoup d'eau à l'intérieur. Et puis, il y a eu la détection avec des spectromètres de masse d'une couche de glace d'eau qui existe en dessous de la surface aux latitudes moyennes et hautes. Et vous pouvez voir la présence de glace d'eau. 5 minutes. Je termine ici. Via ces structures, donc c'est des cratères impact où les éjectats que vous voyez ici semblent être vraiment façonnés par de la boue où vous avez de l'eau liquide à l'intérieur qui s'est fondue suite à l'impact. Donc vous avez la glace en dessous qui se fond suite à l'énergie de l'impact. Et aussi, il y a eu la détection directe de la glace d'eau dans certaines régions ombragées à l'intérieur des cratères. Donc un exemple typique, c'est le cratère Okator qui fait à peu près 100 km de diamètre, où vous voyez ces points brillants sont vraiment la glace d'eau. Donc, d'un point de vue de la composition, Cérès, c'est le prototype de l'objet qui montre des minéraux hydratés. On l'a vu depuis les années 80 avec des observations au sol. Donc, c'est un objet où il y a eu l'eau à l'état liquide dans le passé, dans les corps parents. Grâce à Dawn, on a également détecté des organiques, des sels de magnésium, des argiles et des carbonates. Donc, c'est un objet très intéressant d'un point de vue exobiologique. Et donc, des fragments des Cérès ou des types d'astéroïdes de type C sont intéressants d'une part parce qu'ils sont des véhicules des molécules organiques et d'eau qui ont pu enrichir notre planète dans le passé de ces composantes et peut-être avoir déclenché l'apparition de la vie. Et sont aussi les objets les plus primitifs qui nous renseignent vraiment sur la composition de notre système solaire aux origines. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Sonia. On a 1 ou 2 minutes pour une question. Moi j'en ai une à propos de Cérès. J'ai cru qu'on pouvait imaginer que sous la couche de glace de Cérès, il y aurait un océan d'eau liquide. Salé peut-être. Il y a eu des hypothèses sur cela, mais pas encore de confirmation ferme sur cette hypothèse. Donc c'est encore un peu à étudier, on ne sait pas. Non. Mais ça serait formidable. Ça serait formidable. Il y a la même hypothèse pour certains satellites de Jupiter. Ça nous éviterait d'aller jusqu'à Jupiter pour faire des manips. Oui, on va plonger là-dedans. Donc la mission est encore en train d'orbiter autour des Cérès d'ailleurs. Ok, est-ce que vous avez une question ou alors on remet à la fin? Oui, une question. Parlez fort. Ah. Attendez, alors je parle. Pendant la présentation, vous avez parlé pour les caractéristiques des astéroïdes de l'albédo. Mais qu'est-ce que ça... L'albédo, c'est combien de lumière du Soleil qui arrive du Soleil à la surface est réfléchie. Donc les objets à fort albédo sont ceux qui sont plus réfléchissants. Donc par exemple, Stein a un albédo de 0,4. Ça veut dire qu'il reflète les 40% de la lumière incidente. Dans le cas des Cérès, c'est 10%, et pour les objets typiques CD, c'est 4%, ou les comètes, ou les noyaux cométaires. Donc il y a des objets vraiment très très sombres.
Alors, on sait que les objets carbonés, du fait d'avoir du charbon, sont d'habitude très sombres, donc inférieurs à 10% d'albédo. Donc, albédo, c'est vraiment cette pouvoir réfléchissante, disons. Hein. Voilà. Alors, je suppose que vous avez tous voulu savoir s'il y avait un lien entre les météorites et les astéroïdes. Eh bien, il se trouve que nous avons une spécialiste avec nous, Brigitte Sanda, qui est météoritologue du MNHN, Muséum National d'Histoire Naturelle, qui va nous parler de ça pendant 25 minutes. Voilà, à vous. Vous n'êtes pas branché là, hein? Ah bon, d'accord. Le micro, vous l'avez? Voilà.